Bonjour à toutes et à tous, 20 ans en franc avec vous. Nous sommes le mercredi 6 février 2019 et depuis le discours de Donald Trump et surtout depuis le ton extrêmement dovish de la part du gouverneur de la RBA, pardon, je sais pas pourquoi c'est marqué BRA, donc c'est la RBA qui a évoqué la possibilité d'une baisse des taux directeurs. Eh bien, nous avons voilà de la version au risque, en tout cas sur les commodities. On a le yen qui vraiment bondit depuis voilà quelques heures. À l'inverse, le dollar australien qui surperformait hier, eh bien, est en forte baisse ce matin. Il perd près de 2% face au yen, ce qui est énorme. Voilà, on va voir ça dans un petit instant. En tout cas, ça témoigne, vous savez que la UDN, c'est un bon baromètre pour l'appétit et l'évasion au risque. Le fait qu'on a une baisse de 2%, c'est pas très bon signe pour l'appétit au risque. D'ailleurs, les indices européens qui devraient ouvrir dans le rouge. Donc voilà, on va faire un point plus complet. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement gaz sur le risque. Alors, le trading avec effet levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque du perte du capital investi. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais saluer la salle de trading. Bonjour à vous Pascal. Bonjour Brice, Denis, bien le bonjour à vous. Edgy, bonjour. Pouvez-vous me dire c'est quoi la RBA? Alors pardon, c'est RBA, c'est pas BRA, j'ai fait une faute. C'est RBA. Donc la RBA, c'est la Banque centrale d'Australie. Voilà, et on a son gouverneur, Philippe Lowe, qui a annoncé cette nuit que en cas de stagnation de l'inflation et de hausse du taux de chômage, la RBA, voilà, maintenant je me trompe, la RBA était prête à baisser ses taux d'intérêt. Donc, ce qui était inattendu, puisque rappelez-vous, hier dans ce même webinaire, on avait une bonne surprise de la part de la RBA. Maintenant, voilà, je confonds entre BRA et RBA, donc ça ne va plus. Donc hier matin, on avait une bonne surprise de la part de la RBA qui voilà avait publié un communiqué neutre, alors que justement le marché s'attendait à un ton dovish. Donc le marché s'attendait à plutôt un ton dovish. On a eu un communiqué neutre, donc le marché était surpris positivement. Il s'est dit bon bah c'est super, voilà, on se repositionne du coup sur le dollar australien. Et finalement cette nuit, on a eu le discours de Philippe Lowe et Philippe Lowe a confirmé la spéculation initiale qui était un ton dovish de la RBA et donc voilà, puisque c'était inattendu après le communiqué de l'RBA qui était neutre, bah forcément le mouvement du marché est assez violent ce matin. Donc Denis qui me dit la patience paye, j'étais short en swing sur les Yen. Et bien écoutez, voilà, la patience paye, exactement. Donc écoutez, c'est fantastique, fantastique. Félicitations à vous d'avoir maintenu voilà pour ce trade. Au niveau du résumé de la science américaine et asiatique, on voit le DXY qui prend 0,26%, enfin qui a pris 0,26% hier. Il est en hausse ce matin après ce discours de Philippe Lowe qui a vraiment, c'était un turning point, on va dire, au niveau du risque, de l'appétit de la version au risque. Alors on avait un peu avant le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. On va le décrypter un petit peu ensemble, qui a un petit peu atténué l'appétit au risque qu'on avait à Wall Street, mais c'est surtout voilà, ce discours de Philippe Lowe qui a évoqué la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt de l'RBA qui a vraiment voilà, changé la psychologie des investisseurs. Au niveau des indices, alors on a eu une surperformance des techs hier, encore une fois, à Wall Street. Nasdaq 100 qui a pris presque 1%, le S&P 0,47, le Dow Jones 0,108. Le VIX, quant à lui, a continué à baisser sous 16. Il est un plus bas de 4 mois. Il baisse de 1,02%. Ce matin, on a le 10 ans US qui est stable par rapport à la veille, 2,68. Le yen qui gagne 0,71%. Attention, c'est le yen index. C'est un indice, donc normalement c'est pas très volatile. C'est rare que le yen prend au-dessus de 0,5% ou perd moins 0,5%. Là, on est en hausse de 0,71. Ça veut dire qu'il y a vraiment voilà, un risk-off. Ce matin. Le gold est en baisse. Alors pourquoi il est en baisse? Parce qu'on a un risk-off. Eh bien c'est tout simplement parce que nous avons une hausse du dollar ce matin, comme je viens de vous le dire, et donc ça fait pression sur ce métal précieux. Le Nikkei, il prend 0,14. Il a terminé voilà en hausse, étant donné que voilà c'était au moment où on n'avait pas encore de la version au risque, la clôture, et au niveau du MSCI Asie ex Japon, pareil, plus 0,10. Donc voilà, les indices
le changement de la psychologie des investisseurs s'est fait juste après la clôture des indices asiatiques. C'est pour ça que les indices asiatiques ont clôturé un petit peu voilà, en hausse et non pas dans le rouge. Calendrier économique aujourd'hui. Alors pas mal de choses. Alors on a eu déjà les commandes aux usines allemandes qui sont sorties, vous voyez, en forte baisse, moins 7%. Donc ça contribue également à la version risque. On aura le PMI de la construction en Allemagne à 9h30. Nous aurons la balance commerciale américaine, les permis de construire canadiens et les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Ensuite, on voit vers 22h45 des chiffres sur le chômage en Nouvelle-Zélande, mais bon, moi personnellement, je ne suis pas beaucoup la macro néo-zélandaise de loin, mais voilà, le taux de chômage est attendu en hausse 4,1%. On voit un taux de chômage qui a augmenté quand même de 0,2 de 2 points de base pardon aux États-Unis depuis quelques mois. La RBA qui évoque voilà que s'il y a une hausse du taux de chômage, c'est pas commun normalement. Voilà, chaque discours, chaque mot est pesé et voilà réfléchi dans les communiqués des banques centrales. Donc si la RBA évoque la possibilité d'une stagnation de l'inflation et d'une hausse du taux de chômage, ça veut dire qu'elle se prépare à ce scénario-là. Hein. D'accord. Donc voilà, la RBA qui évoque la possibilité d'un rebond du taux de chômage. Là, on a les prévisions du taux de chômage en Nouvelle-Zélande en hausse. Enfin, le consensus des économistes prévoit une hausse du taux de chômage par rapport voilà, à la précédente publication. Voilà, on voit que les taux de chômage augmentent et vous savez que une hausse du taux de chômage, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe pour les indices. C'est signe voilà, d'un fin de cycle économique. Voilà, bonjour Raymond, j'espère que vous allez bien. Voilà, Raymond qui vient de nous rejoindre. Alors, voilà, donc j'ai fait un briefing d'actualité, comme d'habitude, sur le site DailyFX. À partir de maintenant, je publie des graphiques, voyez Bloomberg. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et si vous voulez voir davantage d'informations dans ce rapport, puisque je suis ouvert à le modifier, eh bien, n'hésitez pas à me le demander. Si vous souhaitez le recevoir par email lors de la publication, n'hésitez pas à me le dire également. Ça, c'est des choses que je pourrais développer, voilà, en comment dire, avec les ressources que me donne IG. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiteriez voir de plus dans ce rapport afin qu'il vous soit davantage utile. Ça se trouve, vous voulez des informations que je ne pense pas à mettre dans ce rapport et donc voilà, moi je pourrais très bien les mettre. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Autre parenthèse que j'ai déjà fait hier, nouveau point de marché hebdomadaire mardi à 11h en binôme avec Vincent Gagne que vous connaissez probablement. Donc c'est tous les mardis à 11h. C'est une conviction de marché avec TradingView et voilà, donc c'est en binôme avec Vincent Gagne. Je vous envoie le lien du webinaire. Donc comme je vous l'ai dit hier, dans ce webinaire qui durera vraiment une quinzaine de minutes, pas plus, on veut que ça soit rapide, concis et précis. On va vous proposer une configuration technique qui nous intéresse tous les deux. On va débattre dessus pendant une dizaine de minutes et ensuite on va bien évidemment répondre à vos questions pendant voilà 5 minutes et voilà. Donc je vous envoie ce lien d'inscription. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est encore une fois, vous êtes en avant-première. Nous ferons la communication de ce nouveau webinaire en fin de semaine probablement. Voilà, alors on passe au marché. Alors je commence par la UDN parce que regardez la UDN. La UDN moins 1,77%. La baisse est énorme sur la UDN. Alors, faut savoir que la UDN, parmi les paires mineures, c'est la paire la plus volatile. Hein. La UD, comme vous savez, c'est la paire la plus sensible à l'appétit au risque, à la psychologie de marché, tout comme le yen. La UD et le yen, c'est comme deux aimants, d'accord? C'est deux aimants opposés. Ouais, c'est extrêmement rare que la UD et le yen évoluent dans la même direction. C'est-à-dire que voilà, on a la UD et le yen qui surperforment tous les deux les majeurs. C'est extrêmement rare. Ça doit arriver, mais j'ai pas souvenir comme ça de vous dire dans quel contexte précis on a l'AUD qui surperforme le Forex. Je pourrais pas vous dire. Ça doit exister, forcément. Il y a quelques séances où voilà, ça doit se faire, mais la plupart du temps, peut-être 98% du temps, l'AUD et le yen, c'est des aimants. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est pas possible qu'ils évoluent dans la même direction. C'est pour ça que l'AUD yen, c'est la paire mineure, peut-être la plus volatile. Donc paire mineure, ça compte pas les devises exotiques. Hein. Donc les paires mineures, c'est enfin les paires croisées, voilà, paires croisées, donc c'est des devises majeures entre elles, hors le dollar.
en excluant le dollar. Donc là, on voit la UD Yen. Bon bah forte baisse, hein. On est venu frôler les 80 et là bah voilà, c'est la baisse. On avait une divergence, on a cassé le support de momentum, donc voilà, c'est signal baissier. Là, la UD Yen concrètement, il a toutes ses chances de revenir vers ses plus bas de janvier à 77,50. Alors, si je dois faire une petite analyse technique, voilà, on voit qu'on a une légère oblique haussière qui pourrait faire office de support. Donc voilà, 78 à court terme, ensuite 77,50, mais voilà, dans l'idée, on peut aller chercher beaucoup plus bas. On peut aller chercher beaucoup plus bas, surtout si on a un réel aversion au risque qui s'installe pendant plusieurs séances. Parce que là, l'aversion au risque, bah, c'est suite à Philippe Lowe. C'est pas quelque chose qui va durer dans le temps en termes de séance. Ça va durer pendant quelques heures. Ça va probablement durer pendant l'ensemble de la séance européenne. Mais voilà, on n'a pas d'aversion au risque, on va dire, sur les marchés, sur la microéconomie. On n'a pas eu de changement. On a toujours des résultats qui sont convenable de la part des entreprises. D'ailleurs, on a beaucoup de résultats aujourd'hui, donc on peut avoir vraiment un changement de psychologie d'investisseurs. Et voilà, et d'un point de vue politique, on n'a pas de changement non plus. Alors, au niveau d'ailleurs du discours de Philippe Lowe, du discours de Donald Trump, pardon, il y a deux choses. Alors, déjà, on a eu des craintes qui ont été ravivées sur le shutdown. Rappelez-vous, le plus long shutdown des États-Unis qui avait eu lieu en fin décembre jusqu'à janvier avait été partiellement levé temporairement plutôt, pendant 3 semaines, donc jusqu'au 15 février, pour que le Congrès américain trouve un accord sur le mur mexicain. Et hier, Donald Trump a réitéré, a répété sa motivation de construire ce mur mexicain, chose que les démocrates refusent et que certains également républicains refusent. Et voilà, donc Donald Trump semble vraiment motivé à construire ce mur. Donc on peut imaginer que s'il n'y a pas d'accord trouvé d'ici le 15 février, eh bien que les États-Unis retomberont dans un shutdown, ce qui impacterait évidemment l'économie américaine et la confiance des investisseurs sur les marchés. Ça pourrait être un catalyseur. Et enfin, on a donc pareil dans ce discours de Donald Trump cette nuit, des propos sur les négociations commerciales. On n'a aucun élément concret nouveau. On n'a eu aucune avancée qui a été annoncée. Donc, voilà, le marché, il est un petit peu, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Non officiellement, il semblerait que les négociations se passent plutôt bien, en tout cas que ce soit constructif, mais on n'a pas d'avancée. Donc voilà, et on est à moins d'un mois de la fin de la trêve commerciale. Alors, d'après la Maison Blanche, enfin une source proche du dossier plutôt, on a Steven Mnuchin et Larry Kudlow, le secrétaire au commerce américain et le négociateur américain, qui vont se rendre à Pékin la semaine prochaine pour une troisième période de négociation avec la Chine. Voilà, donc prochain épisode au niveau des négociations commerciales, ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, pas d'éléments nouveaux sur les négociations commerciales et au niveau du mur à la frontière du Mexique, eh bien, nouvelle crainte d'un nouveau shutdown puisque Donald Trump a vraiment montré beaucoup de motivation à construire ce mur cette nuit. François qui me dit, alors pour le récap du matin, oui, par mail le matin à 6h. Alors 6h, ça va être compliqué, mais d'accord, si vous voulez le recevoir par email, moi, il n'y a aucun souci. Donc prochaine target sur la UDN 77,51. Voilà Denis, honnêtement 77,51, on peut mettre des pivots alors hebdomadaires. Ça dépend si vous êtes sur quelle unité de temps, si vous souhaitez garder votre trade voilà sur pendant quelques jours, pendant quelques semaines, voilà, tout dépend. Donc là, on a dépassé le S1 hebdo. Ouais, je pense que c'est possible qu'on achète le S2. Le S2 sera atteint si on a vraiment de l'aversion au risque sur le plan politique ou sur la microéconomie. Si demain on a des mauvais résultats des entreprises, on a les résultats qui vraiment commencent à décevoir, l'AUDN ira chercher le S2. Encore une fois, l'AUDN, c'est un baromètre de la psychologie d'investisseur. C'est comme si vous compariez un petit peu les cycliques versus les défensives. Voilà. Et d'ailleurs, parlant des cycliques, on va regarder le yen. Regardez le yen ce matin. Alors, on est en journalier. Le yen ce matin, yen index plus 0,118%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, alors, les cycliques. Alors les cycliques qu'ont porté le S&P hier, puisqu'on voit que la force relative était en hausse. Donc ça, c'est bon signe pour le S&P. Maintenant,
Maintenant, voilà, si on compare le S&P avec les cycliques, les cycliques sont en range. Enfin, en tout cas, la force relative cyclique défensive, c'est en range depuis voilà, le début de l'année, alors que le S&P inscrit des plus hauts. Ce qui veut dire que la hausse du S&P n'est pas portée par n'est pas réellement portée par les cycliques. Enfin, elle est autant portée par les cycliques que par les défensives. Et si demain, voilà, cette force relative venait à baisser sous ce support, ça serait un signal baissier pour le S&P. Au niveau du VIX, poursuite de la baisse, même si on voit que les corps des chandeliers deviennent voilà, plutôt petits, très petits. Ça, c'est un signal plutôt d'alerte hein, pour le comment dire, pour le VIX. Alors ça, je vais l'enlever, je vais mettre le stochastique. Voilà, et le VVIX, ben, comme je vous l'ai dit, plus bas. Ah, on a un petit regain du VVIX. Petite hausse du VVIX, donc c'était hier. Donc ça peut être un signal précoce d'hausse du VIX. Regardons un petit peu si on compare. Alors là, on a le VVIX devant nous, d'accord. Et on va comparer, on va superposer au VIX. Peut-être que, alors j'ai pas regardé, hein, c'est la première fois que je fais ça. On va voir si le VVIX est un indicateur leader du VIX. En théorie, ça devrait l'être. Maintenant, voilà, à voir si c'est voilà, confirmable entre guillemets. Alors là, on voit, regardez, là on a eu le creux du VIX en jaune. Le creux sur le VIX, ça a été bien avant. Ça a été à peu près un mois avant. Vous voyez là le creux. Donc là, en fait, on avait ce qu'on appelle une divergence, tout simplement. Vous connaissez les divergences. Creux de plus en plus haut sur le VVIX, creux de plus en plus bas sur le VIX. Donc, signal d'alerte donné par le VVIX. Ensuite, on va chercher un creux. Donc là, le creux du VIX. Bon là, pour le coup, VVIX, il n'a pas donné de signaux précoces. Là, c'est pareil, là, c'est dans la lignée, donc c'est bon. Le VVIX en baisse. VVIX en baisse. On n'a pas de rebond pour le moment, donc, enfin, on a un rebond hier, mais on n'a pas de rebond en swing. Pour le moment, VVIX, il nous donne pas vraiment de signaux haussiers à court terme. Là, on voit une belle divergence. Regardez, creux de plus en plus bas sur le VIX en jaune, creux de plus en plus haut. Donc là, on a une divergence. Donc on voit que parfois le VVIX diverge avec le VIX et c'est la plupart du temps le VVIX qui vaut suivre. Bref, donc là pour le moment le VVIX il rebondit hier, mais en swing on n'a pas de divergence avec le VIX. Les deux sont baissiers. Donc c'est bon signe pour les marchés actions. Maintenant attention, j'alerte sur le fait que plus le VIX est bas, moins la volatilité sur le S&P 500 est importante. Donc il faut savoir que voilà, en clair, plus le VIX, pas le VVIX, hein, le VIX est bas, plus le S&P est, enfin moins le S&P est volatile. Donc il va rester dans des bandes faibles. Un peu à l'image de ce qu'on a connu en 2017. Rappelez-vous, en 2017, donc 2017, voilà, là on a 2017 devant nous, 2017 à 2018. Vous voyez que, ah non pardon, ça c'est le VVIX, VIX, voilà, 2017. Vous voyez baisse du VIX, on est passé de à peu près 13 à 9. Et la plupart du temps on était sous 10. Mais en parallèle, on avait un S&P qui avait des chandeliers. Les chandeliers du S&P étaient extrêmement faibles. On avait très très peu de volatilité. Souvenez-vous, en 2017, c'était vraiment, regardez, 2017, les chandeliers n'avaient rien à voir avec ce qu'on connaît actuellement. D'ailleurs, regardez, si on met un ATR en pourcentage, voilà. ATR pourcentage, et voilà, sur 1000. Donc là, 2017, on voit que l'ATR, c'était quasiment rien. C'est-à-dire que la volatilité moyenne par séance, donc ça c'est sur un mois il me semble. Alors j'ai mis sur 30, donc je vais mettre sur 20. 20 séances, c'est un mois en bourse. Donc sur 20, vous voyez que la volatilité moyenne, c'était en 2017, voilà, à peu près du 0,70%. 2018, on voit qu'on a eu voilà un regain de volatilité. Et pour un moment, en 2019, on est quand même plus du double que la volatilité de 2017, la volatilité moyenne en 2017. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Plus le VIX est bas, moins il y a de vol sur le S&P.
C'est ce qu'il faut un peu retenir. Et plus c'est dangereux finalement de payer le S&P. En tout cas, si on souhaite acheter les pullbacks, c'est pas lorsque le VIX est bas qu'il faut acheter le S&P. C'est lorsque le VIX est haut qu'il faut acheter le S&P 500. Si vous souhaitez acheter les pullbacks du S&P, bien évidemment. Donc là, le S&P est venu tester sa moyenne mobile à 200, n'a pas clôturé au-dessus. C'est pas un signal baissier puisqu'on n'a pas de chandelier baissier, on n'a pas de marteau ou d'avalement baissier ou rien du tout. Donc là, pour le moment, c'est toujours bullish. Maintenant, voilà, ça sera à suivre de près. Pour moi, ça me semble encore très compliqué de shorter le S&P, étant donné qu'on n'a pas de signaux baissiers. Donc, tant que c'est en hausse, écoutez, la tendance elle est haussière. Là, d'ailleurs, on n'a plus de divergence. Ah si, on a encore la divergence, mais bon, on est très loin de la valider. Pour confirmer cette divergence, il faudrait que le RSI 4 heures passe sous 52, même sous 50 finalement. Donc on y est très loin, on est à 73. Donc c'est un signal haussier, le fait que le RSI soit en surachat. On a également les bandes de Bollinger. Bandes de Bollinger. Alors, si on met du 20 avec deux écarts types, alors non, on n'a pas clôturé au-dessus. Si on met du 10 périodes, non plus. Alors, en tout cas, on y est proche. Sachez que les bandes de Bollinger, dès qu'on a un breakout, c'est un signal dans le sens du breakout. Hein. Les bandes de Bollinger, tout comme les bandes de Keltner, ne sont pas des supports et des résistances. Ça, c'est très important à le savoir. Voilà, on pourrait croire que les bandes de Bollinger ou les bandes de Keltner soient des supports ou des résistances, ce n'est justement pas le cas, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'on a un breakout des bandes de Bollinger ou des bandes de Keltner, c'est un signal haussier si le breakout est à la hausse et un signal baissier si le breakout est à la baisse. Et là, on voit qu'on est proche du haut des bandes, ce qui est synonyme d'un momentum haussier important. Bonjour papa, je m'attends, est-ce que le lien web est toujours le même? Sinon, pourrez-vous mettre les liens de référence sur votre compte Twitter? Alors, c'est ce que je fais. Donc non, le lien n'est pas le même, puisque le titre change. Donc voilà, le lien est tous les jours différent. Par contre, je tweete, en effet, ce lien dès que je le publie. Par exemple, ce matin, regardez, ce matin, vous voyez, j'ai tweeté donc avec des voilà, ce qu'il faut retenir vraiment des vraiment un résumé en quelques mots. Si vous voulez un résumé plus important, vous cliquez sur le lien et vous avez voilà, vous avez le rapport. Pourquoi or et DXY buy? Alors l'or il est baissier ce matin, le dollar est haussier, donc les deux ne sont pas en hausse hein, pour le moment. Alors Phil qui m'aurait dit, il faut faire attention avec les divergences sur MACD ou autres pour que l'on ait un vrai mouvement. Il faut davantage une confirmation avec un autre indicateur comme le RSI qui dépasse ou casse la zone des 50, non? Alors oui, les divergences, c'est pas des signaux magiques. Hein. Divergence, ça reste, on peut avoir des faux signaux. Et je rappelle qu'en analyse technique, ce qu'on trade avant tout, c'est le prix. Donc les divergences, c'est un signal. D'accord? Mais vous achetez pas un RSI. D'accord? Quand vous tradez pas vous achetez pas la valeur du RSI. Vous achetez pas la valeur de la MACD. Vous achetez pas la valeur du stochastique. Donc, bien que le RSI peut diverger à la hausse, c'est pas pour autant que le prix va monter. C'est synonyme de hausse, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, c'est pour ça que il faut, peu importe l'indicateur que vous utilisez, c'est nécessaire d'avoir une confirmation du prix. D'accord? Donc, si on a une divergence haussière, le fait d'attendre que le RSI, par exemple, dépasse 50, généralement, quand le RSI dépasse 50, on a également un rebond du prix. C'est pour ça que je dis qu'il faut attendre que le RSI dépasse 50 après une divergence. Parce que, voilà, on a un renversement du prix très généralement lorsqu'on a le RSI justement qui rebondit au-dessus de 50 ou qui baisse en dessous de 50. Donc, il faut absolument confirmer les signaux de vos indicateurs, de vos oscillateurs, pardon, par d'autres indicateurs, mais ces indicateurs devront être sur le prix. Donc ça peut être une moyenne mobile, ça peut être des bandes de Keltner, des bandes de Bollinger, ça peut être parabolique, SAR, bref, enfin voilà, il y en a des tas. Donc après c'est à vous de faire vos recherches. Alors, je reviens, pardon, au vif du sujet, vraiment avec l'analyse technique, parce que là je parle beaucoup. Donc, on va enlever les points pivots. Bande de Bollinger pareil. Donc le S&P pour le moment il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Acheter les marchés actions américains à ce niveau de prix, ça me semble assez élevé.
On est sous une moyenne mobile. Je dis pas qu'on va avoir un renversement, mais voilà, on est sous moyenne mobile, bien qu'on a un momentum bullish. Le VIX est quand même assez bas. On a moins d'un mois de la fin de la trêve commerciale. Je sais que ça fait voilà maintenant plusieurs séances que je le répète, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'opportunité sur le S&P 500, ni sur le Dow Jones ou le Nasdaq. Au niveau des indices européens, alors j'étais assez surpris hier que le CAC 40 dépasse 5050. Déjà dépasse ses résistances, mais en plus au-dessus de 5050. Le fait qu'on ait eu ce breakout avec ces nombreuses résistances vers 5000 points, eh bien c'est un signal particulièrement bullish. Donc voilà, encore une fois, tant que le CAC 40 se situe dans ce canal, alors voilà, horaire, vous voyez un beau canal haussier, écoutez, je vois pas pourquoi on irait shorter sur du moyen terme. Alors là, par contre, le fait qu'on soit en haut du canal, ça me semblerait assez cohérent qu'on ait un pullback à 5000. Vous voyez, on est en haut du canal. L'AUD, enfin voilà, Philippe Lowe a un peu séché l'appétit au risque ce matin. Donc je vois bien le CAC revenir à 5000. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, d'ici les prochaines heures, d'ici la fin de semaine, CAC 40 retour à 5000, ça me semble possible. D'ailleurs, si on met, attendez, un stop au-dessus du récent sommet, donc ça fait à peu près une vingtaine de points de risque pour environ voilà 5000 points, 5005, 60 pips de gain. Ça fait un ratio de de 3, ça peut être intéressant de shorter le prix actuel pour viser 5000. Ça peut être intéressant. Voilà. Maintenant, tant qu'on reste dans ce canal haussier, que je vais mettre en vert pour bien le visualiser. Voilà. Tant qu'on reste dans ce canal haussier, mince. Tant qu'on reste dans ce canal, honnêtement, à moyen terme, la tendance technique, elle reste haussière. Donc, je vous dirais pas de le shorter sur du moyen terme et viser les 4007. Même si le prix actuel peut paraître tentant, rien ne nous dit qu'on ne va pas inscrire un nouveau sommet, revenir à 5100 points. C'est possible. On a beaucoup de publications des résultats des entreprises françaises aujourd'hui et demain. Voilà, pour que vous sachiez, nous avons donc publication des résultats. Voilà. Donc aujourd'hui, en France, on a BNP, on a Vinci. Donc BNP, hein, c'est voilà, c'est un mastodonte français. Hein, nous sommes dans le top 5 des captations boursières, donc du CAC 40. Demain, on a Total, donc deuxième plus grosse captation boursière. L'Oréal, il me semble que c'est la troisième. Sanofi, il me semble que c'est la quatrième. Donc voilà, demain, enfin, le poids va être extrêmement important. C'est peut-être 10% du CAC qui publie ses résultats demain en termes de capitalisation boursière, pardon. En termes de market cap, 10%, ce qui est énorme. Et ensuite, vendredi, Hermès. Voilà, donc CAC 40, aussi longtemps qu'on est dans ce canal, à moyen terme, c'est haussier, donc il n'y a pas de stratégie de vente à mettre en place. Voilà, même si c'est tentant, je vous l'accorde. Hein, moi, le premier, hein, ça fait quand même pas mal de temps que voilà, je trouve que je cherche à shorter ces indices. Au niveau du DAX, c'est pareil. En journalier, voilà, en 4 heures, on est dans un canal haussier, même si la configuration technique est un petit peu moins, voilà, enfin le momentum est un peu moins bullish. Vous voyez que à l'inverse du CAC, le DAX n'est pas en haut de son canal. Donc voilà, et en plus on a une belle div, regardez cette div. Sommet, sommet, sommet. Donc là on peut pas tracer avec une ligne, mais si on regarde tous les sommets, ils sont de plus en plus bas. Donc c'est une divergence. Sommet, sommet, sommet de plus en plus haut sur le prix, de plus en plus bas sur le RSI. Donc là il faut attendre que ce support 46, globalement à 50, voilà. Il faut attendre que le RSI 80 repasse sous 50 et qu'ensuite on ait une confirmation du prix. Confirmation du prix, ça peut être d'un point de vue des moyennes mobiles ou ça peut être d'un point de vue de chartisme. Voilà, on peut très bien attendre que le DAX sorte par le bas de ce canal pour décider de le shorter. Voilà. À titre personnel, que pensez-vous de l'utilité du stochastique? Alors moi je pense que c'est un très bon indicateur, tout comme le RSI, la MACD. Honnêtement, j'aime bien ces trois indicateurs. Après, c'est des goûts, des couleurs. Et globalement, ils se ressemblent énormément. Pensez-vous à une poursuite de la baisse de l'euro-dollar? Target 1 en intraday, s'il vous plaît, target 2. Alors, excellente transition, parce que je passe à l'euro-dollar du coup. L'euro-dollar, alors moi je pense qu'on peut revenir en bas du canal. Il n'y a pas de catalyseur qui justifierait un achat de l'euro ce matin, tout comme on n'en avait pas hier, tout comme on n'en avait pas lundi. Voilà, là on a encore une fois plutôt l'aversion au risque matin. Regardez, yen, bon, à part le GBP, honnêtement, je le mets entre parenthèses depuis maintenant plusieurs mois avec ce Brexit, ça devient, le GBP,
Ouais, il n'y a plus vraiment de caractère, hein, le GBP. Donc yen, dollar, franc. Trois devises qui surperforment. À l'inverse, les devises commodities sont en baisse. Ça, c'est typiquement le genre d'environnement qui nous indique qu'on est dans l'aversion au risque pour la séance actuellement. C'est pas l'aversion au risque de moyen terme. L'aversion au risque de moyen terme, voilà, de plusieurs séances de swing trading, on va dire qu'il est donné plutôt par le VIX. Ouais. Le VIX, si par exemple le VIX passe au-dessus de sa moyenne mobile à court terme, donc ça peut être une moyenne mobile à 5 périodes par exemple, on peut parler du coup d'aversion au risque. Donc là, par exemple, une moyenne mobile à court terme, on peut mettre alors la 5, on peut également mettre la 10 aussi, pourquoi pas. Bien évidemment, plus vous allez chercher une moyenne mobile de long terme et plus votre analyse, enfin, plus du coup la tendance du VIX donnera une indication de long terme. Si par exemple le VIX évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 50 périodes, ça sera typiquement synonyme d'aversion au risque de moyen terme. Donc là, le VIX, tant qu'il évolue en dessous de cette moyenne mobile, on est dans un climat de complaisance de la part des investisseurs sur du swing trading. Demain, si ce VIX passait au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, ça serait un signal d'alerte. Voilà. Donc là, on a l'aversion au risque ce matin à court terme. Voilà, donc c'est pas le VIX qu'il faut regarder. Le VIX c'est sur du moyen terme plutôt, enfin du swing trading. Là, à court terme, on a l'aversion au risque qui est donnée par les tendances du forex, les devises commo qui sous-performent les devises refuges. Donc l'euro-dollar a des chances, oui, de revenir en bas de son canal. Target 1, les 1,1350. Je pense qu'on peut perdre 50 pips aujourd'hui sur l'euro. Donc voilà. Ensuite, vu que ce canal est quand même assez important, je donnerai pas de target 2 à 1,13, même si on a le breakout, ça serait le prochain objectif. Mais ça m'étonnerait qu'on perde 100 pips aujourd'hui sur le dollar. Il n'y a pas vraiment d'un point de vue macroéconomique, il n'y a pas de catalyseur qui justifierait une baisse de 100 pips. Vous voyez. Donc déjà 50 pips, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc je vais pas vous donner une target 2 pour la journée à 1,13. Même si d'un point de vue swing trading, si on passe sous ce canal, eh bien on ira chercher probablement ce support. Vous voyez, qui a fait office, ouais. Il y a des acheteurs qui ont pris pardon les rênes en swing trading à 1,13. 1,13, 1,13, on voit que c'est un support où on a des acheteurs. Au niveau de l'USD Yen, vous voyez 110 toujours les vendeurs qui gardent la main. Donc voilà, USD Yen, je le répète encore une fois, mais ça me semble assez intéressant le vendre à ce niveau de prix, d'autant plus que on a l'USD CHF qui coïncide à 1, la parité. Donc dollar sous résistance face au franc, parité, et dollar sous résistance face au yen à 110. Donc on a le dollar qui est sous résistance face aux deux autres devises refuges qui sont le yen et le franc. Même si, voilà, faut savoir, le franc perd de plus en plus de sa caractéristique de devise refuge, puisque l'économie de la Suisse est quand même assez dépendante de l'économie de la zone euro. Ce qui fait que si la zone euro, enfin si l'Union européenne, la zone euro, surtout la zone euro, puisque finalement la Suisse est entourée de pays de la zone euro, hein, l'Allemagne, la France, l'Italie, c'est les trois plus grandes puissances économiques de l'UE, d'accord. Et c'est les frontières de la Suisse, avec bien évidemment l'Autriche, voilà. Mais bon, si la zone euro va mal, la Suisse fera moins de commerce, puisque voilà, l'Union européenne c'est plus de 50%, enfin c'est 50% des échanges de la Suisse. Donc si son premier client va mal, eh bien vous doutez bien que son premier client, enfin l'UE, va acheter moins de biens suisses. Et donc l'économie suisse va probablement à de fortes chances de ralentir. Donc oui, le franc suisse est une devise refuge par rapport à l'euro, mais c'est pas une devise refuge comparable au yen. Le yen c'est la devise refuge par excellence. D'accord. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu l'euro-dollar et l'USD-CHF. L'euro-dollar, l'USD-CHF, c'est l'inverse, quasiment l'inverse. Donc euro-dollar. Alors je vais cacher tout ça, voilà. Euro-dollar, on est en journalier et on va superposer l'USD-CHF. Regardez un petit peu. Ouais, c'est l'inverse. Donc en fait, le franc, c'est un peu comme l'euro face au dollar. CHF, USD, donc du coup c'est l'inverse. Vous voyez que c'est pareil. C'est globalement pareil. Donc voilà. Donc là, on a le franc, enfin le dollar sous résistance face au franc, le dollar sous résistance face au yen. On pourrait commencer à avoir des prises de bénéfices, bien qu'on n'ait pas encore l'euro sur support. L'euro sur support,
le prochain support de l'euro, encore une fois, pour moi, c'est ce canal. C'est la borne basse. Même si on a eu un bear trap à ce moment-là, ça reste quand même une oblique où on a eu 3 rebonds. Donc voilà, pour moi, le support, c'est un 13,50. Si on a l'euro à un 13,50, le dollar yen à 110, le dollar franc à 1, on aura quand même le dollar sous beaucoup de résistance. Et donc, ça serait un facteur technique baissier pour le dollar. D'ailleurs, le DXY, regardons-le, le DXY, bon, il est bien haussier, hein, on le voit, depuis le rapport de l'emploi qui a été publié vendredi, c'est en hausse. Hein. Donc voilà, si on met une moyenne mobile à court terme, je vais pas la mettre, mais on imagine très bien que le cours est au-dessus de sa moyenne mobile à court terme. Donc tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à court terme, la tendance reste haussière. Et sur le 4 heures, on n'a pas de divergence, on n'a pas de signaux qui viendraient ce matin nous alerter sur la tendance actuelle. En tout cas, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Donc voilà, pour un moment, le momentum sur le DXY c'est haussier. D'ailleurs, on le voit très bien. Hein. Voilà, DXY 71, le RSI. Je suis persuadé que si on met les bandes de Bollinger, on est au-dessus. Vous voyez, on a eu un breakout mardi à midi, enfin mardi après-midi, on a eu le breakout. Donc ça, c'est synonyme d'un important momentum bullish. Voilà, et là, on a un moyenne mobile à 20 en bleu. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20, la tendance à court terme reste haussière. Voilà, je passe à l'or. L'or qui est sous pression. Alors, moins que l'euro, puisque l'euro, c'est pas une devise refuge. Donc, l'or surperforme face à l'euro, mais il est quand même sous pression étant donné qu'on a une hausse du dollar. Donc, c'est pour ça que l'or ne profite pas ce matin de l'aversion au risque. C'est parce que le dollar, il monte. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, le facteur qui influence le plus l'or, c'est pas l'appétit ou l'aversion au risque, c'est vraiment le dollar. Dollar, c'est le premier facteur d'influence de l'or. Vient ensuite la psychologie des investisseurs. Donc on peut avoir l'aversion au risque. Si demain le dollar est acheté, l'or sera sous pression. Il ne sera pas baissier, mais il sera sous pression. Voilà, donc l'or, on n'est pas venu chercher 1307, pas encore du moins. Je pense de moins en moins qu'on aille chercher ce niveau de prix, puisque comme je vous l'ai dit, on a le dollar qui arrive sous des résistances face à de nombreuses devises majeures, face au yen, face au franc. Voilà, ça commence à s'accumuler. Donc plus le dollar va s'approcher de résistance face aux autres devises majeures, et plus il y aura de chances que le dollar reparte en baisse, et donc que l'or remonte. Donc voilà, 1307, ça me semble assez compliqué pour qu'on aille chercher ce niveau de prix, même si voilà, on peut être surpris. En tout cas, on voit que les chandeliers, voilà, c'est des doji hein, en 4 heures. Regardez, les corps, ils sont vraiment nuls. Voilà, ils sont quasiment inexistants. Donc et d'ailleurs le RSI, regardez, RSI 4 heures, 53. Voilà, on n'a pas de momentum. On n'a pas de momentum. En journalier, on reste dans un momentum qui est bullish, clairement. Mais en 4 heures, il n'y a rien pour le moment à court terme. Donc, wait and see, je pense que c'est le mot pour l'or. On attend. Par contre, pour les prévisions de moyen terme, je pense que voilà, on est dans un contexte où encore une fois, on est à moins d'un mois de la fin de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine et à moins de 2 mois du Brexit. C'est synonyme de volatilité, à part si tout se passe bien et qu'on a un accord commercial d'ici un mois et qu'on a un accord sur le Brexit d'ici 2 mois, ça serait voilà, ça serait mauvais pour l'or. Ça serait mauvais pour l'or, quoique, parce que même si on a ces accords, alors certes, ça justifierait de l'appétit au risque, mais le dollar serait vendu. Donc ça pourrait permettre quand même à l'or de monter. Donc voilà, même si on a des accords, Brexit et commercial entre les États-Unis et la Chine, je pense que l'or a quand même une marge de hausse. Donc tout ça pour dire que l'or, je pense que les pullbacks, qu'on ait de l'appétit ou de l'aversion au risque, je pense que les pullbacks sont intéressants à payer, bien évidemment. Donc 1307, 1300, voilà, sur du moyen terme, je pense que c'est des niveaux de prix assez intéressants. Ensuite, le pétrole. Alors le pétrole, invalidation de l'épaule tête épaule. Regardez le Brent. Le Brent, il a testé son plus haut décembre, il est reparti en baisse. Voilà, c'est un signal qui est du coup baissier. Et là, du coup, on va venir chercher, enfin, anticiper un retour, eh bien, à cette oblique qu'on va tracer tout de suite. Regardez cette oblique légèrement haussière. Légèrement, je dis bien. Mais regardez, sommet, creux, sommet, creux, sommet. Donc là, on a vraiment un canal qui est confirmé. On a les 4 points de contact. 1, 2, 3, 4. Techniquement, c'est confirmé. C'est confirmé. Donc là, la perspective d'un point de vue swing trading, je dirais pas à court terme, on va pas aller chercher $60 sur le Brent aujourd'hui, mais d'ici la fin de semaine, techniquement, ça me semble clairement possible qu'on a cherché les
le bas du range, donc vers 60 $ le baril. Et WTI, eh bien, voilà, lui qui avait validé son épaule tête épaule, il revient en bas. Donc là, pareil, on trace une oblique, on peut tracer même la parallèle. Bon, bien que là, ouais, sur WTI, on a quand même bien percé, ouais, on a bien dépassé cette oblique, donc je voulais l'enlever parce qu'elle est pas très bonne. Mais voilà, l'idée c'est que si le Brent revient en bas de son canal haussier, eh bien le WTI reviendra à son oblique. Donc là, le fait qu'on réintègre, qu'on repasse sous la ligne de coup et qu'on casse cette oblique en vert, c'est un signal qui est baissier sur du court terme. Ça ne veut pas dire que l'épaule tête épaule est annulée. Ça veut simplement dire que voilà, on a un pullback qu'il faut prendre en compte. Pour qu'on invalide l'épaule tête épaule, il faudrait qu'on passe sous le support de l'épaule, donc sous 51,43. Sous 51,43, ça invaliderait l'épaule tête épaule. Donc pour ceux qui sont rentrés à l'achat à la suite de la cassure de la ligne de coup, je pense que c'est encore, voilà, techniquement c'est possible de garder sa position longue, même si voilà, je vous l'accorde que dès qu'on a, on rentre à l'achat et qu'on a 3 chandeliers pour un moment qui sont baissiers, on peut justifier voilà, comment dire, un, clôturer sa position pour rentrer à l'achat à 51,43 à la rigueur. Voilà, pour entrer à un meilleur prix ou clôturer actuellement, donc comme ça vous limitez vos pertes. Si vous êtes convaincu que cette épaule tête épaule, enfin convaincu, voilà, vous avez vraiment voilà, des perspectives haussières sur le pétrole à la suite de cette épaule tête épaule, vous pouvez clôturer maintenant et rentrer à l'achat à 51,43. Vous voyez, ça c'est quelque chose de possible à faire. ETE de l'or n'est pas validé en H4. Alors regardons cela. Alors moi j'en ai pas vu un d'épaule tête épaule. 4 heures. Alors, et si c'est celle-là que vous voulez parler, pseudo, non, c'est pas vraiment. Déjà, c'est pas confirmé parce qu'on n'a pas de cas sur ligne de coup. Et en plus, bah, l'épaule, ouais, elle est pas excellente. En 4 heures, moi, je ne la vois pas. Si vous en voyez une, tant mieux. Ah, d'accord, je pense la voir. Donc ici. Alors, déjà, on peut pas parler d'épaule tête épaule tant qu'on n'a pas cassé la ligne de coup. Et si on pense que la configuration actuelle va être une épaule tête épaule, faut absolument qu'on passe sous 1307 pour valider cette configuration. Ne jamais anticiper une épaule tête épaule. Ne jamais l'anticiper. Sinon, vous aurez beaucoup de faux signaux. D'après l'étude de Bulkowski. Je parle bien. Je dis pas ça, voilà. J'invente pas des choses, c'est vraiment l'étude de Bulkowski. Donc, faut absolument que le cours passe sous signe de coup pour qu'une épaule tête épaule soit validée. Sinon, c'est pas une configuration validée. Voilà. Donc pour le moment, l'or, il n'y a pas d'épaule tête épaule en cours. On a toujours des sommets de plus en plus haut. On n'a pas de creux de plus en plus bas. Voilà, donc retour rapidement sur le UD moins 1,84%. Vous voyez qu'il a eu des creuses ses pertes face au yen. On a commencé le webinaire à moins 1,77. Moi, quand je me suis connecté ce matin, c'était moins 1,70. Voilà, l'AUD yen creuse ses pertes, clairement. Et voilà, donc là, encore une fois, premier support 78, ça va être cette oblique haussière voilà, qui fait office de support depuis le début de l'année. Et si on passe sous cette oblique, ce qui est peu probable en intraday, hein, d'accord, parce qu'une baisse voilà, si on va chercher l'oblique, c'est quand même 2,21%. J'ai rarement le souvenir que le DYN monte ou baisse de plus de 2%, plus ou moins 2% en une séance. Alors là, on avait eu le flash crash, donc c'était exceptionnel. On a eu la correction du flash crash. C'est normal qu'on a eu une volatilité importante. À chaque fois qu'on a une capitulation, on a ensuite une volatilité importante. Mais sinon, dans un contexte plutôt normal, vous voyez là, 1,65%, alors que c'était quand même un gros chandelier par rapport au reste. Ici, en baisse, moins 1,23. En hausse ici, plus 1,61. Bah d'ailleurs, attendez, on va mettre un ATR, pourcentage. Non, pardon, rate of change.
price rate of change sur une journée et on va pas prendre la clôture. Alors si on va prendre la clôture, on va prendre la clôture. Et vous voyez, donc là, c'était donc le flash crash. Sinon, la dernière fois où on avait une baisse aussi importante, c'était le 22 mars 2018. Et le lendemain, donc le lendemain, on a eu une poursuite de la baisse. Vous voyez, on a eu une légère baisse, hein, de l'ordre de moins 0,18%, enfin moins 0,18%, oui. Et ensuite, on a une hausse de 1,32. Ouais, donc dès qu'on a des baisses ou des hausses importantes, de toute façon, on a une correction qui se fait généralement les jours suivants. Là, vous voyez, baisse, donc ça c'était le flash crash sur l'AUD, enfin sur l'achat du yen, pardon. Donc on avait eu l'AUD qui a, comme vous savez, c'est le miroir, comme je vous dis, c'est l'élément opposé du yen. Donc baisse de moins 3,86% de la paire. Forcément, le lendemain, on avait une hausse de plus 1,68, et le surlendemain, plus, je ne vois pas, plus 2 et quelques. Voilà. Là, on voit, pareil, flash crash. Si vous voulez trader une paire Forex volatile, si vous en avez marre des paires qui ne sont pas volatiles, honnêtement, l'AUD yen, c'est la paire dont vous devez vous concentrer. Hein. Si vous voulez de la volatilité sur le Forex, lorsqu'il n'y en a pas, regardez l'AUD yen. L'AUD yen, c'est rarement peu volatile. Donc là, vous voyez, donc baisse importante de l'AUD yen, lendemain, la hausse. Donc voilà, en intraday, c'est baissier, mais dès lors déjà une baisse de 2%, c'est rare. Donc je pense pas qu'on ira chercher en dessous, qu'on passera en dessous de cette oblique, aujourd'hui. Et si on atteint voilà cette oblique, et même si voilà au prix actuel, je pense que demain on aura un rebond, on aura un rachat de position. On aura un rachat de position, puis à la rigueur une nouvelle baisse. Ouais, ça ressemblera à quelque chose comme cela. D'accord? Mais on n'ira pas, on fera pas comme ça. Hein. Voilà. Donc voilà, Denis, vous qui êtes à la vente depuis je ne sais pas quel prix exactement, mais attendez-vous à un petit rebond en fin de journée ou demain, voilà, avant potentiellement de voir une nouvelle baisse. Donc si vous tradez sur du court terme, si vous êtes proche de votre target, peut-être ça serait intéressant de prendre une partie des bénéfices au contact de cette oblique. Au moins comme ça, vous sécurisez vos certains gains. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Vous avez votre propre stratégie. Moi, je ne veux pas interférer votre stratégie, mais c'est quelque chose à potentiellement considérer, à réfléchir. Donc, si vous êtes rentré à la vente à 78,50. Ah oui, donc vous êtes rentré à la vente à ce moment-là. Donc vous êtes avec très peu de gains. Voilà, à vous de voir. À vous de voir. Mais attendez-vous en tout cas à un rebond fin de journée ou demain ou peut-être après-demain d'au moins la moitié de la performance d'aujourd'hui. Donc si aujourd'hui on fait un moins 2% sur l'AUD yen, demain ou après-demain, l'AUD yen reprendra 1%. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je n'ai rien d'autre à rajouter, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc écoutez, j'espère que ça a été clair. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, comme d'habitude, pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Alors ce soir, il y aura un webinaire éducatif de Yoav Nizar. Donc vous pourrez le suivre. Alors ça va être très très intéressant puisque ce sera sur les cycles économiques. Donc voilà, on va changer un petit peu, il va changer un petit peu de thème. On a l'habitude de faire l'analyse technique, là ce sera sur les cycles économiques. Donc voilà, ce sera particulièrement intéressant dans le contexte dans lequel on évolue, hein, on est en fin de cycle et les banques centrales voilà, les marchés qui sont sous perfusion des banques centrales pour retarder la fin du cycle économique. Hein. On a vraiment ces banques centrales qui viennent à la rescousse à chaque fois qu'on a une petite fragilité. Donc voilà, ça va être particulièrement intéressant de suivre ce webinaire. Je vous invite à le rejoindre. Ça sera à 18h. Je vous envoie le lien pour le rejoindre. En amont, il y aura bien évidemment son webinaire Stratégie Bourse Forex à 13h heure française. Et donc son webinaire de ce soir. Webinaire de ce soir, voilà, il est ici. Le voici. Voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et personnellement, je vous donne rendez-vous demain matin dans ce même point de marché pour bien faire un bilan, hein, comme d'habitude, un briefing de la séance. Voilà.